Donc, Loane est doctorante à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et au sein de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine. Elle travaille sous la direction de Christine Lebeau et sera bientôt en codirection avec Mélanie Traversier. Sa thèse s'intitule « Construire une communauté émotionnelle et politique, la musique de la Chapelle royale de Bruxelles, 1717-1794 ». En tant que violoniste, elle est également boursière de l'École normale de musique de Paris, Alfred Cortot. C'est donc une réflexion tirée de son travail de thèse que Loane va aujourd'hui nous présenter. Bien, merci beaucoup. Donc, j'ai intitulé ma communication « Construire une communauté émotionnelle et politique » à partir de la musique de la Chapelle royale de Bruxelles entre 1717 et 1794. Donc, comme vous l'avez indiqué, je suis doctorante, donc je vais présenter cette communication en 2 temps. Je vais m'attarder un petit peu sur mes méthodes de recherche dans un premier temps et ensuite présenter ces méthodes à l'aide d'un cas particulier. Alors, l'appellation de Chapelle royale dérive de l'histoire de la première charité de Saint-Martin de Tours. Pris de pitié pour un mendiant, il coupe sa chape en 2 et lui en donne la moitié, l'autre partie, financée par l'État, ne lui appartenant pas. De cette chape qui matérialise le partage entre le religieux et le temporel, naît une institution, la Chapelle royale. Au XVIIIe siècle, la Chapelle royale s'inscrit toujours dans cet héritage symbolique qui dérive de l'autel médiéval. Elle cristallise la double justification de la souveraineté, qui est une justification dynastique et une justification divine. Dans toute l'Europe, la musique de la chapelle est au cœur de la représentation royale. Elle est quotidiennement présente et accompagne les messes journalières, les concerts de table, les tédiums des grandes célébrations monarchiques qui ont lieu au sein du palais et dans l'espace urbain. La chapelle royale de Bruxelles que j'étudie, par sa structure et son action, s'inscrit exactement dans cette mouvance générale. À un détail près, le souverain qu'elle représente est absent de la cour, il réside à Vienne. En effet, entre 1717 et 1794, les Pays-Bas méridionaux appartiennent aux Habsbourg d'Autriche. La cour de Bruxelles, quant à elle, est tenue par un gouverneur général qui est choisi parmi les princes de sang et chargé de représenter symboliquement le monarque autrichien. Dans ma thèse, j'investigue un questionnement propre à l'histoire politique de la musique, qui est: doit-on considérer la musique comme agent politique à part entière ou comme simple réceptacle des événements politiques? Cette question avait été posée déjà par Marie-Thérèse Bouquet-Boyer dans le cadre du programme Jeunesse de l'État moderne, puis ensuite par Florence Salazar dans son travail publié en 2002, Art vocal, art de gouverner. Et donc, pour dépasser cette question, c'est-à-dire doit-on considérer la musique comme agent politique à part entière ou comme simple réceptacle des événements politiques, j'ai un certain raisonnement, celui selon lequel la musique reflète certes la politique d'un État, dans la mesure où elle est faite pour le représenter, mais pourtant sa réception n'est pas totalement prévisible, elle est liée au caractère incontrôlé de l'émotion et en cela, elle échappe au contrôle du pouvoir monarchique. Donc dans ma recherche, j'essaye de concilier 2 tendances du champ de l'histoire des émotions, celle qui propose de considérer les émotions comme données biologiques et celle selon laquelle les émotions sont des discours et des constructions sociales façonnées par des circonstances économiques, politiques et culturelles. Ainsi, je propose de considérer l'émotion en tant que sensation corporelle, comme mouvement spontané, qui échappe dans une certaine mesure au contrôle de la raison, mais qui est en même temps une manifestation inconsciente d'un capital culturel et de normes sociales intériorisées. Il s'agit donc d'une sorte de variante méthodologique à partir de la notion de communauté émotionnelle forgée par Barbara Rosenbein, donc communauté émotionnelle qu'elle définit comme un groupe d'individus liés par des modalités d'expression émotionnelle similaires et donc qui correspond à un groupe social, idéologique et géographique. Ainsi, les communautés émotionnelles que je tente de définir n'embrassent pas la société dans son ensemble, mais il s'agit d'une somme de communautés qui sont en cohésion par rapport à leur capital culturel. En s'appuyant sur la dimension communautaire de l'émotion, je tâche de démontrer la construction d'une communauté émotionnelle plus globale dans la totalité des Pays-Bas autrichiens, partageant au moins un certain rapport à l'événement politique.
Donc maintenant, je vais étudier un cas particulier, celui des entrées solennelles à l'aide des 3 entrées qui ont lieu durant la période que j'étudie. Donc, dans ce cas particulier, je vais m'intéresser plus particulièrement à l'interaction entre le visuel et le sonore, et plus précisément à la façon dont la musique souligne certains éléments symboliques. Ainsi, cette interaction mobilise les émotions des spectateurs dans le sens où elle fait appel au sentiment national et à la conscience qu'ont les habitants de Bruxelles d'appartenir à un même territoire doté de particularismes locaux et d'une histoire propre, et donc de créer une communauté émotionnelle dont la portée est éminemment politique. Donc, pour préciser, les entrées solennelles sont des cérémonies rituelles qui ont lieu à chaque nomination d'un nouveau gouverneur général, donc chargé de représenter le souverain autrichien aux Pays-Bas. Lors de cette cérémonie, par l'intermédiaire de son représentant, le souverain y fait serment de respecter les libertés et les constitutions du pays, et en retour, les différents corps urbains lui assurent leur fidélité. Et c'est cette réactualisation du lien entre le prince et ses sujets qui se cristallise matériellement et visuellement de l'espace, mais aussi dans le paysage sonore de Bruxelles, et cela par l'intermédiaire de la musique de la chapelle. Lors de l'entrée, la chapelle royale joue sa musique à un moment bien circonscrit dans l'espace et dans le temps. La musique a lieu à l'entrée du gouverneur dans l'église principale de la ville, l'église Sainte-Gudule, que vous pouvez voir sur la diapositive. Donc, lors de son entrée, le gouverneur est conduit processionnellement au bruit des trompettes et timbales jusqu'au cœur de l'église, puis le Te Deum est chanté, juste après la bénédiction du Saint-Sacrement des miracles, on tire une salve d'artillerie, puis le gouverneur est reconduit à la sortie de l'église, toujours au son des trompettes et des cymbales. On peut voir donc dans ce déroulement que la musique souligne un moment phare de la célébration. Et en outre, elle interagit avec divers éléments matériels présents dans l'église, ce qui renforce ainsi la portée symbolique et des éléments matériels et de la musique. Donc, selon la description de Bruxelles en 1780, l'église Sainte-Gudule est une grande église dans laquelle le chœur est séparé de la nef par un jubé entièrement fermé et l'on peut tourner tout autour. Donc, c'est-à-dire que les musiciens se situent tout autour du chœur, sur le jubé, et donc lorsque le gouverneur arrive dans le chœur, il est englobé par la musique. D'ailleurs, la musique interagit aussi avec un élément visuel. Donc, au milieu du chœur se trouve un mausolée de marbre noir sur lequel est couché un lion d'airain doré appuyé sur l'écu de Brabant. Il a été fait en 1610 et ce fut l'archiduc Albert qui fit ériger ce monument sous lesquels reposent les cendres de Jean II de Brabant, de sa femme Marguerite et de Philippe le Bon. Donc, on peut voir avec cet élément que le gouverneur est accueilli lorsqu'il arrive dans le chœur au sein des souverains illustres du Brabant, au son de la musique jouée par la chapelle royale. Le pouvoir souverain, avec ce dispositif visuel et auditif, appuie ainsi sa légitimité sur une inscription dans un héritage historique et dans l'illusion d'une continuité pluriséculaire malgré la grande multitude des souverainetés qui s'est succédé aux Pays-Bas méridionaux depuis le Moyen-Âge. Ainsi, avec ces éléments matériels et visuels soulignés par la musique, on voit que certains temps forts historiques sont mis en avant et ces temps historiques sont choisis spécifiquement pour entrer en résonance avec l'imaginaire collectif local. Ce sont des périodes considérées comme des âges d'or des Pays-Bas méridionaux. Donc, typiquement, la période espagnole avec l'archiduc Albert et l'infante Isabelle. Cette impression est aussi manifeste dans le Grand Hôtel. On peut voir donc que le chœur
que vers la naissance de la voûte se trouve une grande table carrée avec les 4 coins remplis des écus des ducs de Brabant. Donc on a toujours cette idée de continuité souveraine et dynastique. Il en va de même pour les vitraux du chœur. On peut y voir divers souverains qui sont liés à des scènes bibliques, donc l'empereur Ferdinand, l'empereur Léopold, l'archiduc Albert et l'infante Isabelle, et à nouveau l'archiduc Léopold. Donc, on peut penser que cette recherche d'un ancrage historique et sa traduction musicale sont réellement pensées par le pouvoir souverain. Les archives de la Chapelle royale témoignent, elles aussi, de la réécriture des fondements historiques de l'institution, surtout au XVIIIe siècle, où les fondements historiques de la Chapelle royale sont retrouvés dans les archives et on souligne leur appartenance et leur ancrage dans la période médiévale. Ainsi, en 1780, le pouvoir appelle encore sa chapelle « Chapelle de Bourgogne » et souligne sa fondation par Philippe le Bon. Donc, dans le cadre des entrées solennelles, en soulignant certains éléments matériels symboliques, la musique joue donc un rôle très clairement politique, favorisant l'intégration des Pays-Bas au sein de la monarchie, territoire nouvellement acquis par les Habsbourg d'Autriche. Il s'agit ainsi d'affirmer devant les différents représentants des corps urbains la continuité entre le souverain autrichien et les anciens souverains du Brabant, mettant en scène un réel ancrage historique pluriséculaire. La musique joue ainsi un rôle assumé de médiateur entre le pouvoir souverain et les pouvoirs locaux. Pour légitimer un souverain absent de la cour de Bruxelles, le dispositif musical, c'est-à-dire la chapelle royale, met très clairement en scène la dimension contractuelle de l'acceptation de la souveraineté autrichienne par les habitants de Bruxelles. Cela est manifeste dans la chapelle du Saint-Sacrement des Miracles, où on trouve un tabernacle d'argent massif, un tabernacle posé en 1641, fait de pièces d'argenterie que donnèrent les habitants de Bruxelles, ainsi que l'exprime l'inscription qui s'y trouve. La bénédiction que le gouverneur reçoit du Saint-Sacrement est un moment important du rituel. Il correspond à l'arrêt de la musique de la chapelle royale et est souligné par une salve d'artillerie tirée des remparts de la ville par les diverses compagnies d'armes. Donc, on peut voir là aussi que la musique souligne un élément symbolique très important. La musique qui est entendue et dans l'église Sainte-Gudule et dans toute la ville, puisqu'elle est matérialisée par les salves d'artillerie, donc les remparts tirés des remparts qui entourent la ville. Il s'agit ici d'une réelle mise en scène symbolique de l'échange des serments de fidélité entre le souverain et ses sujets. On a donc bien une musique de la ville, les trompettes et les timbales des compagnies bourgeoises qui conduisent processionnellement le gouverneur jusqu'au chœur. Le chœur, donc, qui est un lieu visuellement associé aux anciens souverains du Brabant. Dans ce chœur, il est accueilli par la musique de la chapelle, incarnant le pouvoir souverain et chantant le Te Deum. Et enfin, après l'échange symbolique des serments de fidélité entre le souverain et ses sujets, les trompettes et timbales, toujours incarnant les habitants de la ville, les compagnies bourgeoises, raccompagnent le gouverneur vers la sortie. Ainsi, la musique participe à la hiérarchisation des pouvoirs. On peut voir, en plus, ce qui est très intéressant, que les termes chantés, jouer de la musique, ne sont employés que pour qualifier la musique de la cour, associée au souverain. Les autres instruments de musique sont qualifiés par différents thèmes, comme des bruits, on parle des bruits des timbales, on parle des fanfares des trompettes, mais il est très marquant de voir que le terme de musique et le terme de chant est exclusivement dédié à la musique du souverain. On peut donc avancer l'hypothèse d'un monopole musical par le pouvoir souverain, et donc qui appuierait le fait que la musique est un réel instrument de pouvoir. Ce que j'ai pu aussi constater dans l'analyse de différents numéros de la Gazette de Bruxelles, donc la presse locale, qui, de même, n'utilise le terme de chanter et de musique que pour qualifier la musique du souverain
et non les autres musiques. Enfin, en conclusion, on peut voir que dans le cas étudié, le pouvoir souverain tente pour asseoir sa légitimité de mobiliser les émotions des habitants de Bruxelles. J'ai mis cette citation. Rien ne rappelle mieux au peuple l'idée de la majesté que les cérémonies qu'on leur présente devant les yeux, pour souligner un aspect, c'est-à-dire que l'aspect visuel a énormément été étudié dans le cas des entrées solennelles. Je me suis posé la question, quant à moi, de la dimension auditive, pour savoir à quel point la musique pouvait représenter le souverain. Et à l'aide de mes recherches, j'émets l'hypothèse d'une réelle politique musicale dans le sens où le pouvoir souverain anticipe la réception par les spectateurs de certains éléments sonores en interaction avec d'autres aspects du rituel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Loane. Est-ce qu'on commence avec des questions dans la salle? Bertrand, une question? Non? Ah, on n'entend pas. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Pour commencer, sur Zoom, sinon je vais poser une question. Oui, bien sûr. Donc, en attendant, je vais poser une question. Alors, moi, ce serait vraiment sur cette histoire des émotions. Est-ce que vous avez déjà trouvé des sources écrites qui retracent en fait cette communauté émotionnelle? Est-ce que les contemporains se sont attardés sur les émotions ressenties donc, lors de ces cérémonies ou les émotions auxquelles ils ont pu assister? Absolument. C'est un sujet un peu compliqué parce que la musique d'église ne donne globalement pas lieu à des descriptions émotionnelles dans les égo-documents, dans les écrits du fort privé. C'est pour ça que j'ai tenté ce sujet pour essayer de faire un parallèle entre la musique profane entendue pour lesquelles il y a énormément de descriptions émotionnelles et la musique jouée par la chapelle. Parce qu'à cette époque, il n'y a pas de limite claire entre ces musiques et il y a une énorme circulation des musiciens. Les musiciens de la chapelle ne restent pas exclusivement à la chapelle, ils jouent également de la musique profane, ils composent de la musique profane. Et on peut voir par ailleurs dans les archives de la chapelle qu'au milieu du XVIIIe siècle, le maître de chapelle dit qu'il faut se débarrasser le jubé de son église de la vieille musique importée de Vienne pour faire de la musique plus légère, de la musique qui résonne avec celle des opéras comiques joués au théâtre de la Monnaie. Donc, ça, c'est une première partie de réponse en ce qui concerne les communautés émotionnelles. Après, il y a quand même énormément d'écrits du fort privé qui parlent de musique et qui parlent des compositeurs qui ont composé pour la chapelle. Donc, c'est un deuxième élément de réponse. Merci, Loane. Est-ce qu'il y a de l'écho? Non, c'est bon. Merci beaucoup. J'aimais votre idée donc, d'une représentation du pouvoir et de la souveraineté à travers le son, finalement, à travers la musique. Vous êtes historienne, mais vous êtes aussi musicienne. Donc, est-ce que vous travaillez aussi à partir des répertoires? On a eu une communication de Galiano Ciliberti hier qui montrait comment est-ce que il y avait des figures d'exclamation, d'exclamation et des figures de fanfare, etc. dans le répertoire ecclésiastique qui mettent en scène le souverain français et Saint-Louis. Donc, est-ce que vous pensez que vous pouvez utiliser aussi en tant qu'historienne peut-être des répertoires? Ouais, vous l'avez fait. Oui, je sais pas. L'avantage et le désavantage, c'est qu'il y a très peu de musique ecclésiastique qui est conservée à Bruxelles. Il y a un Te Deum, quelques motets. Mais donc, l'avantage de ça, c'est que je vais pouvoir me consacrer vraiment sur le texte musical pour voir les correspondances avec justement les autres compositeurs de musique profane.
pour essayer de tenter une compréhension émotionnelle de la musique religieuse jouée. Après, pour l'instant, Bruxelles n'est pas très accessible depuis 1 an, donc je ne l'ai pas encore fait. Mais c'est mon intention de le faire et aussi d'investiguer les instruments sur lesquels les musiciens jouaient pour avoir une idée de l'acoustique. D'autres questions? Toujours pas de questions sur Zoom? Bon, bah, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Loane. Nous allons faire une petite pause rafraîchissement donc de 15-20 minutes, permettant aux artistes de s'installer, puisqu'il y aura un concert du Mima Baroque juste après. Merci.